25 mai 2021, bienvenue à une autre édition du podcast La Relève en ce lendemain de défaite du Canadien de Montréal. Anthony Desaulniers, Martin Thériault et Nicolas Cloutier qui vous accueillent pour vous parler du monde des prospects qui ont retenu notre attention cette semaine. Comment ça va les boys? Correct. Écoute, pas eu beaucoup de sommeil avec le match qui s'est rendu en deuxième prolongation hier soir. Là. Je te dirais même troisième prolongation, Nick. D'après moi, tu t'es endormi avant la fin. Vois-tu, c'est ça. Je me suis endormi avant la fin, puis j'ai regardé le lendemain, j'ai vu que Kyle Connor avait marqué sur un revirement de McDavid. Là. Mais moi, c'est sûr que je suis parti, c'était en deuxième prolongation. Mais puis j'ai pas compris d'ailleurs la stratégie de l'entraîneur-chef Dave Tippett, là, qui, bon, je comprends que la paire défensive de Ethan Bear et de Slater Koekkoek avait eu des difficultés, là, mais de surtaxer Darnell Nurse de la sorte, j'ai trouvé ça vraiment ordinaire, surtout qu'à un certain moment du match, tu voyais que tous les joueurs étaient fatigués, donc tu aurais pu tirer avantage du fait que tu avais une paire défensive qui était fraîche, là, qui avait plein d'énergie. C'est drôle parce que j'en ai parlé quand même à plusieurs reprises avec Marty par le passé, de laisser de côté certains joueurs en prolongation quand tu vois que le match s'étire comme ça, puis après ça, de leur donner un chiffre de temps en temps parce que eux vont avoir l'impression d'être des fusées sur la patinoire. Puis oui, je le sais, je l'ai vu, j'ai fait tous les matchs là, à TVA Sport, puis Ethan Bear est directement responsable du but égalisateur. Là. C'est lui qui rate sa sortie de zone et ça mène au but qui fait 3-3. Mais ça, c'est arrivé en milieu de troisième période. Là, on est une partie... Il restait 6 minutes à troisième environ. Là. On est une partie plus tard, là, littéralement. Là, donc, ouais. moi aussi, j'ai eu de la misère à comprendre ça. T'sais. Darnell Nurse a menacé le record de Seth Jones. Seulement 3 petites minutes de moins. Seth Jones le fait dans un match qui a eu nécessité beaucoup plus de 5 périodes de prolongation, si je ne m'abuse. Une présence sur deux, là, Darnell Nurse était envoyé sur la patinoire. Puis à un moment donné, le problème, c'est que Nurse ne peut plus appuyer l'attaque comme il sait le faire d'habitude parce qu'il doit aménager ses énergies. Alors, s'il n'y a pas un roulement, s'il n'y a pas une rotation, ben, tu n'as pas le Nurse à 100%. Alors, moi, j'ai trouvé ça vraiment douteux. Déjà que tu dois surtaxer 2 attaquants parce que tu manques énormément de profondeur au sein de ton équipe, ben, tu n'avais peut-être pas des joueurs avec une jauge d'énergie qui était optimale sur la patinoire. Là. C'est pas la seule décision douteuse là, qu'on voit au cours des séries éliminatoires. Là. Si on se tourne du côté de Montréal, Dominique Ducharme qui a décidé d'amorcer les séries avec ses vétérans, a décidé de ne pas faire confiance aux jeunes, plutôt préférer des joueurs comme Eric Stahl, comme John Merrill pour amorcer cette série cruciale face aux Maple Leafs de Toronto. Mais là, à cause des blessures, là, je pense pas que c'est nécessairement sa décision. Là. Je pense que sa main est plutôt forcée. On a vu Kotkaniemi entrer dans le match 2. On a vu Caulfield entrer dans le match 3. Marty, est-ce que c'était la bonne décision de commencer la série avec des vétérans plutôt que de faire confiance aux jeunes? Ben, j'entends beaucoup de critiques au cours des derniers jours. Là. Comment ça, Cole Caulfield a été laissé de côté alors qu'on a fait jouer un Yoel Armia? Moi, je comprends la décision. Sans m'étonner sur Yoel Armia, là, on le connaît depuis longtemps, puis ça fait plusieurs saisons qu'il est dans la LNH. Là. Mais c'est dans un hockey de série où l'espace dans les coins est beaucoup plus restreint. Un joueur comme Yoel Armia se démarque davantage, est capable de protéger davantage la rondelle, de mieux refiler la rondelle à ses coéquipiers. Puis d'ailleurs, les gars, le premier match qu'il a joué, Yoel Armia, là, il a eu un très bon match. Marty, je vais aller plus loin. Les vétérans, le premier match, ont répondu à l'appel de Ducharme. Et moi, ce que je dirais, c'est qu'il n'y aurait jamais eu de débat au match 1 si Kotkaniemi et Romanov avaient bien terminé la saison. Mais au moment où ces deux jeunes-là avaient terminé un peu la saison en queue de poisson, ben c'est normal qu'un entraîneur comme Dominique Ducharme donne le bénéfice du doute à des vétérans. Tu sais, quand tu as plusieurs joueurs en difficulté, tu dois prendre une décision. Ben là, tu avais le choix de prioriser des vétérans qui avaient vécu le grind des séries. Alors, moi, j'ai vu aucun scandale là. Et je trouve ça drôle, hein, parce que le développement, c'est pas juste faire jouer un joueur. C'est s'asseoir avec lui, c'est lui donner des consignes durant les entraînements. C'est comme Ducharme l'a dit, c'est essayer de redresser les clous parce que au fur et à mesure que Kotkaniemi jouait, il ne faisait que perdre de la confiance. Puis on donne pas de crédit à Ducharme du fait que Kotkaniemi est entré dans la formation puis il a joué du bien meilleur hockey. Il y a un peu du charme là-dedans, veut pas. Sûrement qu'il y a un peu du charme dans la performance de Caulfield hier soir aussi. Probablement qu'il a bien préparé aussi. Donc oui, je sais que la gestion du temps de jeu, je sais qu'on a peut-être overthinké les match-ups, des affaires de même, mais je pense qu'il y a deux côtés de la médaille puis on aime ça en ignorer un, c'est le fait que, veut pas, si ces jeunes-là ont performé et si on veut les voir autant sur la patinoire, c'est parce qu'à quelque part, ils ont été bien préparés par le personnel d'entraîneur. Là. Mais je comprends votre point de vue, puis honnêtement, je le respecte. Mais je suis pas tout à fait d'accord. On vient l'année dernière dans la bulle à Toronto.
Kotkaniemi, probablement l'attaquant le plus dangereux des Canadiens de Montréal. Il mangeait les bandes, donnait des mises en échec, avait marqué plusieurs gros buts, était impliqué dans la partie. Alexander Romanov ne pouvait pas jouer pour une technicalité de la Ligue nationale. La Ligue nationale lui avait empêché de jouer à cause d'une situation contractuelle, mais Marc Bergevin avait fait une sortie pour dire « il est playoff ready ». On se transporte 1 an plus tard. Les deux joueurs ont joué pratiquement tous les matchs cette saison, là, à quelques LT scratch près là, de la part de Romanov. Et là, les deux sont laissés de côté pour le match numéro 1. Moi, c'est là où est-ce que j'ai de la misère à saisir qu'est-ce qu'on veut accomplir. Si on vise la Coupe Stanley cette année, je peux comprendre que le développement n'est pas la priorité, mais dans la situation du Canadien de Montréal, où on est littéralement la 16e équipe à s'être classée pour les séries éliminatoires. Tu veux gagner pareil. Je comprends que tu veux gagner pareil, mais on aurait dit, ça se peut-tu que les deux jeunes ont mal terminé la cédule parce qu'ils ont joué un nombre de matchs astronomiques en très peu de jours? Est-ce que c'est possible que ce repos-là... C'était la même réalité pour tous les autres joueurs et ils ont été encore pire relativement parlant. Là. Et on l'a vu, les vieilles jambes d'Eric Staal étaient vraiment meilleures lors du premier match. Ça, je suis 100% d'accord. Mais est-ce que cet argument-là peut être aussi valide pour un jeune joueur? Est-ce que Kotkaniemi, qui est honnêtement très bon depuis qu'il est entré dans la série, en tout cas... Moi, dans ce cas-là, est-ce que ça ne veut pas justifier justement le fait de lui donner du repos? Est-ce que ça ne justifie pas le fait que justement c'était la bonne stratégie parce qu'il est arrivé dans le match 2 puis il mangeait les bandes puis il avait plein d'énergie? Peut-être, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on est allé à la guerre puis on s'est gardé des réserves comme si on pouvait se le permettre. Le Canadien est énormément négligé. Tu peux pas te permettre de garder un Cole Caulfield qui, hier, on s'entend. Pour Cole Caulfield, j'ai vraiment aucune excuse à donner à Ducharme. Là. Je pense que depuis le début de la série, il aurait dû être là. Puis en fin de saison, il avait prouvé que ça pouvait être un rouage important de l'attaque des Canadiens. Pas juste un élément qui pouvait aider, un rouage important. Puis on l'a vu hier soir. C'était le seul, à certains moments, c'était vraiment le seul joueur du CH qui générait une étincelle à chacune de ses présences sur la patinoire. Ouais, avec Nick Suzuki, là, c'est les deux seuls hier qui ont vraiment été qu'on voyait sur la patinoire. Du moment qu'ils les embarquaient sur la patinoire, on les voyait, ils provoquaient des choses. C'est moi qui fais le résumé du match là, pour TVA Sport. Et Caulfield, je dois l'avoir mis à 6 ou 7 reprises dans mon montage parce qu'il était dominant. Moi, d'avoir ce jeune-là sur le banc pour les deux premières parties, j'ai un petit peu de la difficulté avec ça. Est-ce que ça s'avérera être une bonne décision? Ou peut-être, on le verra. C'est vrai qu'Eric Staal a bien fait dans le match numéro 1, mais moi, personnellement, j'aurais aimé ça voir Caulfield from the start. Non, je comprends. En même temps, il y a des éléments chez les Canadiens. Si je me mets à la place de Dominique Ducharme, là, il y a quand même des éléments dans le passé, des joueurs qui ont su produire dans la LNH. Tu as des Thomas Tatar, tu as des Tyler Toffoli, une excellente saison. Josh Anderson joue très, très bien. Donc, je pense que c'est tout à fait normal de temps. Et là, Brendan Gallagher revenait au jeu. Si Brendan Gallagher ne revenait pas au jeu, je pense que Cole Caulfield aurait joué dès le départ. Mais étant donné que chez les... Puis c'est toi, Anthony, je pense, qui en parlait il y a à peu près un mois lorsqu'on parlait des débuts de Cole Caulfield. Tu mentionnais constamment, ouais, mais peut-être qu'il n'y a pas nécessairement de place pour Cole Caulfield. On a beaucoup de profondeur sur les ailes. Donc, je peux comprendre du charme d'avoir tenté d'y aller avec ses vétérans, de laisser de côté Cole Caulfield, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de place. Mais là, du moment où Thomas Tatar a une série très difficile, après 2 matchs du moins, là, et qu'il y a d'autres vétérans qui n'apportent peut-être pas ce qu'il faut en attaque, ben c'est là que Caulfield devenait plus... ça devenait plus je comprends ce que tu veux dire. C'était aux vétérans de perdre leur place. Je comprends du charme, sa mentalité. Il voulait réunir le trio Tatar, Dano, Gallagher, parce que c'est un trio qui avait été tellement bon, même contre les meilleurs joueurs au monde, hein, en fait, pendant plusieurs saisons. Donc, ça se vaut très bien. Mais bon, j'aurais aimé quand même qu'on s'ajuste plus rapidement pour intégrer Caulfield. Je veux dire, et Tatar a prouvé au fil des ans non plus que c'est pas un joueur qui réussissait vraiment à lever son jeu d'un cran pendant les séries éliminatoires, les gars. Là, on se le cachera pas. Là. Il a joué son dernier match à Montréal. Il va peut-être rejouer en série, là, mais il ne sera pas de retour l'année prochaine. Je pense que Caulfield prend sa place dans la formation l'an prochain. Là. Je sais qu'il y en a un qui est gaucher, il y en a un qui est droitier, là, mais en tout cas, il va prendre sa place, là, peu importe où il joue, d'après moi. Là, ce spot-là dans la formation, il va être réservé à Cole Caulfield. Ouais, je suis d'accord. Et pour venir là-dessus,
Là, je sais, je suis d'accord avec vous. Dominique Ducharme, parfois, il se prend un peu pour un chimiste. Là, tu fais pas de la science nucléaire. Là, arrête de overthinker tes match-ups. Mais j'ai aimé l'ajustement qu'il a fait en troisième période quand il a vu que chaque fois que Cole Caulfield embarquait sur la patinoire, il générait quelque chose. Mais Cole Caulfield a eu plusieurs présences à un moment donné consécutives presque. Là. Il a été utilisé sur plus d'un trio. Et même qu'en fin de match, on l'a vu jouer quand le Canadien avait absolument besoin d'un but. Donc là, ici, on a vu un ajustement. Est-ce qu'on aurait aimé voir l'ajustement plus tôt durant le match pendant que le Canadien faisait absolument rien en zone offensive? Probablement. Mais quand il a fait l'ajustement, on a vu le Canadien commencer à bourdonner beaucoup en troisième période. CH a joué une excellente troisième période d'ailleurs. Donc, j'ai hâte vraiment de voir ce qui va se passer ce soir. Est-ce que... Ah, vas-y, Marley. Ben, je sais pas, ça va être bref, là. Mais ce qui me plaît particulièrement de Caulfield dans ce match-là, puis ça me surprend pas, parce qu'il a toujours été un joueur des grandes occasions depuis qu'il a 16 ou 17 ans. Là. Mais c'est de voir que non seulement il est utilisé en fin de match pour tenter d'aller marquer le gros but, mais en plus, il est capable d'amener de l'attaque et de vouloir prendre les choses en main. Honnêtement, les gars, si c'est pas de Justin Holl qui réussit un superbe tir bloqué en fin de match, honnêtement, Cole Caulfield, il avait visé au bon endroit. D'après moi, quand Jack Campbell était battu, puis probablement que ça s'en va en prolongation. Imaginez. Wow. On en parlerait longtemps à Montréal. On parle d'ajustement. Est-ce que vous attendez à voir Romanov dans le match 4 contre les Leafs ce soir? Moi, personnellement, John Merrill, hier, j'ai encore trouvé que sa performance difficile. C'est rien contre lui. Mais moi, personnellement, j'enverrais Romanov dans la mêlée, surtout quand on regarde un gars comme Wayne Simmons qui est allé tamper Brendan Gallagher dans la bande. Je trouve que ça manque, cette intensité-là. On la voit pas beaucoup, cette animosité-là. Puis je pense qu'un gars comme Romanov pourrait fermer la ligne bleue, pourrait créer quelque chose. Et c'est pas nécessairement ce que Merrill peut apporter aux Canadiens. Je comprends ce que tu veux dire, désolé, mais sans dire, Merrill, est-ce qu'il a été nuisance ou il a été invisible sur la patinoire? Puis est-ce que c'est une mauvaise chose qu'il soit invisible non plus? C'est un peu son style de jeu. Honnêtement, invisible plus ou moins parce qu'au moins à 2 reprises hier, le Canadien était embouteillé dans son territoire pendant de longues minutes. Et les 2 fois, c'était la paire de John Merrill qui était sur la patinoire. Je vais quand même t'expliquer pourquoi Romanov n'a pas joué pendant cette série-là. Il y a quand même des excellentes raisons qui expliquent l'absence de Romanov dans la formation. C'est parce que Romanov, là, et on l'a surtout vu en fin de saison, il est surexcité dans sa couverture défensive. Parfois, il se promène d'un bout à l'autre de la patinoire. Il n'est pas stable. Il va aller chercher parfois la grosse mise en échec qui va le sortir du jeu. Et ça le rend un peu imprévisible parce que de match en match, tu ne sais pas quel Romanov tu vas voir. Est-ce que tu vas voir un Romanov qui reste calme, qui garde son positionnement, ou tu vas voir Romanov qui veut tout le temps aller enlever la rondelle à l'adversaire, qui va se déplacer de gauche à droite, qui va mettre son partenaire en mauvaise posture. Et en série, tu n'en veux pas de l'imprévisibilité. Tu veux des joueurs avec des performances constantes d'un match à l'autre. Et c'est pas ce que Romanov a offert en fin de saison. Donc, c'est un peu risqué de faire jouer Romanov dans ces circonstances-là. Maintenant, si tu veux une étincelle, c'est sûr que Romanov apporte quelque chose de plus que Merrill. Mais là, il va falloir quand même qu'il trouve le moyen de se calmer, là, parce que je le trouve beaucoup, beaucoup trop surexcité sur la patinoire. Le problème un peu avec Romanov, c'est que le problème présentement des Canadiens, c'est probablement de marquer des buts. Est-ce que Romanov va dynamiser ton attaque à ce point-là pour faire mal aux Maple Leafs? Non, c'est pas un dynamo offensif. C'est pas Cale McCarr, Alex Romanov. Là. Les gens pensent que Romanov va complètement transformer le jeu de transition du CH parce qu'il arrive dans la formation. Romanov a peut-être une bonne première passe, là, mais encore là, c'est pas Samuel Girard non plus. Là. Non, exact, c'est ça. Puis, faut juste prendre ça avec un grain de sel, si tu veux. Là. Le Canadien, c'est à l'intérieur de la formation présentement. La solution se trouve chez les joueurs actuellement. Il faut simplement tenter de trouver des façons de battre Jack Campbell avec un Caulfield qui a joué... écoute, même formule que la troisième période, puis même formule que le match 1, là, je veux dire, si tu essaies de battre les Maple Leafs à leur propre jeu, tu vas perdre la série. Mais là, les gars vont devoir jouer du jeu vraiment robuste, du jeu musclé, comme ils l'ont fait durant le premier match, essayer d'entrer sous la peau des joueurs vedettes des Maple Leafs. Mais tu dis, Marty, que Romanov ne génère pas d'attaque, puis honnêtement, oui, là, ce n'est pas un joueur à caractère offensif. Ouais. Mais par contre, je te dirais, dans son cas, c'est de l'addition par soustraction. Parce que, personnellement, je le considère comme un meilleur défenseur que John Merrill. C'est-à-dire que quand il va être sur la patinoire, le Canadien va être en mesure de dégager son territoire. Quand Merrill est sur la glace,
le Canadien passe beaucoup de temps dans sa zone. Donc là, à ce moment-là, tu n'attaques pas. Tu n'attaques pas parce que tu es pris à 200 pieds du filet adverse. Avec un Romanov, je pense que la rondelle serait plus capable de quitter la zone, donc forcément de générer plus d'attaques. Désolé, je l'ai vu, Romanov, être embouteillé dans son territoire parce qu'il faisait des présences de 2 minutes aussi. Là. Faut pas l'oublier. Là. C'est vrai qu'il étire souvent ses présences. Ça, je te l'accorde à 100%. Si tu fais ça en série, là, t'es mort. Fait que, ça, c'est vrai. C'est ça. Il faut pas se le cacher. Les gars, je suis probablement le plus grand partisan de faire jouer les jeunes lorsqu'ils sont dans la LNH. Je veux pas les laisser sur le banc ou les faire jouer sur un 4e trio. Ouais. Vous vous rappelez ce que je disais avec Cole Caulfield il y a environ 2 mois? Je disais, laissez-le jouer dans la Ligue américaine pour ne pas... Il aurait pu jouer sur un 4e trio, mais c'est que tu veux le voir jouer des présences dans un rôle offensif. Et dans le cas de Romanov, là, c'est un peu ça. Je pense qu'il ne va pas nécessairement l'apporter en attaque. Là, Ça reste à voir. Moi, personnellement, je pense que Romanov sera de la formation ce soir face aux Leafs. On verra. Dans tous les cas, on espère bien évidemment une victoire du Canadien de Montréal pour égaler la série 2 partout. Si à Montréal, on a peur de faire confiance aux jeunes, eh bien, c'est loin d'être le cas en Floride. Messieurs, imaginez, vous venez d'octroyer un contrat de 70 millions 7 ans à votre gardien numéro 1, Sergei Bobrovsky. Et lorsque votre saison est en jeu, on fait confiance aux jeunes de 20 ans, Spencer Knight. Qu'avez-vous pensé de la décision de Joel Quenneville? Ben, ça, c'est un coach qui veut gagner, hein. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Mais ça remet quand même en perspective beaucoup. Parce que Sergei Bobrovsky, là, c'est pas juste le fait que c'était pas le partant durant ce match-là. C'est le fait qu'il était même pas sur le banc. Il était laissé de côté. Parce que l'auxiliaire de Spencer Knight, c'était Chris Driedger. C'était pas Sergei Bobrovsky. Et ça, c'est ce qui me renverse le plus, je devrais dire. Et je sais pas si vous avez vu, les gars, le discours d'après-match dans le vestiaire de Spencer Knight avec ses coéquipiers, mais le calme de ce gars-là me stupéfie, honnêtement. C'est un calme olympien. On dirait qu'il comprend pas ce qu'il est en train de faire. Il comprend pas qu'il joue en série dans la LNH. Il comprend pas l'enjeu. Il y a comme une espèce de naïveté. Et lui, ce sur quoi il n'arrêtait pas d'insister, c'était « Ah, ben les gars, on est venus, puis on s'est dit hey, on va avoir du fun à jouer au hockey. » Tu sais. Et c'est tellement la bonne mentalité à avoir en série au lieu de tenir ton bâton serré, de prendre ça trop au sérieux. Si tu arrives là pour jouer au hockey, tout va bien aller. Là. Et je suis content que tu parles de son calme parce que Marty, Spencer Knight, hier, a accordé un but dès la première minute de jeu. Oui. Ça aurait pu l'ébranler. Là. Premier tir, le CD. Là. Mais c'est pas la première fois que j'en parle, les gars. Spencer Knight, la raison principale, peut-être devant Yaroslav Askarov, peut-être devant Jasper Wallstedt, qui est un gardien très prometteur pour le prochain repêchage. Plus que ces deux gardiens-là, Spencer Knight, ce qui le rend exceptionnel, et selon moi, ça va être un des, sinon le meilleur gardien des 10 ou 15 prochaines années dans la LNH, c'est justement qu'il est super calme. C'est quelqu'un qui ne panique jamais. Et rappelez-vous ce que je vous disais lorsqu'il était au Mondial Junior. Il avait un premier match difficile avec les États-Unis contre la Russie. Ça ne l'avait pas empêché de revenir en force lors des autres rencontres. Et finalement, on le sait, là, les États-Unis ont gagné la médaille d'or. Ça en dit extrêmement long. Ça en dit très long. Mais Marty, tu nous avais pas parlé d'une situation similaire avec Boston College, que ça avait été difficile pour Spencer Knight, puis il avait accordé plusieurs buts consécutifs. Je me souviens d'avoir entendu dire ça dans un podcast. Oui, exact. Si je ne me trompe pas, là, je vérifie, là, mais Boston College menait 4-1. Puis, il y avait eu une remontée de l'autre équipe qui était UMass Lowell, une petite université qui n'est pas nécessairement connue. Puis, tu voyais que son non-verbal, il était très affecté. C'était difficile. Puis, je vous avais dit à l'époque, j'ai le goût de voir qu'est-ce qu'il va donner lors du tournoi de la NCAA pour voir comment il va être capable de rebondir. Puis, ça n'a pas été très long. Là, ça n'a pas été un excellent tournoi pour Boston College, mais ça n'a pas été nécessairement de la faute à Spencer Knight. Pour rebondir sur ce que Nick disait, là, la force mentale, moi, je suis allé lire ses commentaires après la rencontre hier. Là, comme tu le dis, là, il a loué un but sur son premier tir. Puis, il s'est fait questionner là-dessus. Ça ne t'a pas dérangé, etc. Puis là, on s'entend, tu as la foule qui est super dans le match, qui le motive, ça pourrait rendre nerveux n'importe qui. Je vous le dis, je serais à sa place, les gars, puis je saurais pas sur quel pied danser, si tu veux, là. Mais j'ai aimé ses commentaires, on dit, ça t'a pas dérangé nécessairement, puis lui, il a dit, puis c'est ça qui me dit que c'est peut-être un des, sinon, le meilleur joueur pour être prêt au niveau psychologique dans toute la LNH. Ce qu'il dit, c'est que, écoute, oui, c'est dommage d'allouer un but, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est arrivé, je peux absolument rien changer, corriger la situation. Tu dois reset, là, tu dois repartir à zéro. J'ai simplement tenté de passer à autre chose. Je me suis mis un sourire dans le visage.
j'ai tenté de m'amuser. On parle d'un gars qui disputait son premier Tenter de match. s'amuser. C'est incroyable. Et c'est ça. Puis on parle d'un gardien de but qui disputait son premier match en série à 20 ans et 35 jours. C'est le plus jeune à gagner un match en série depuis Tom Barrasso contre les Nordiques en 1985. Donc, là, je salue Michel Bergeron. Je ne veux pas lui faire du trickeur aujourd'hui, là, mais ça donne une idée à quel point ce joueur-là, psychologiquement, probablement qu'il y a d'excellentes personnes qui sont autour de lui. Mais ça, c'est très prometteur pour le futur. Ça risque d'être... Marty aussi, on parle de l'expérience, mais Spencer Knight a tellement d'expérience dans les matchs importants. Juste cette saison, là, avec le tournoi de la NCAA, le championnat mondial junior, a pu goûter un peu à la LNH. Le gars a tellement goûté à la pression que c'est pas nouveau pour lui aussi. C'est pas nouveau, mais je te dirais que ça a toujours fait partie de son ADN. Lors de son année de repêchage à 17 ans, là, avec la fameuse équipe américaine des moins de 18 ans, on le sait, Caulfield a joué dans cette équipe-là également. Déjà, il était très calme. C'est quelqu'un qui faisait des arrêts. Ça semblait facile sur la patinoire, là. Et l'autre facette que j'aime beaucoup de Spencer Knight, c'est très rare qu'il accorde de mauvais buts. Le but qu'il a accordé hier, là, c'était une descente à 2 contre 1. Keith Yandel a commis une erreur en zone neutre, là. Il ne peut absolument rien faire sur ce tir-là. Je vous le dis, Spencer Knight, là, il y a eu un but au Mondial Junior, là, mais sinon, c'est peut-être le seul but que j'ai en tête où il a été mauvais. Puis ça, c'est important. Pour donner de la confiance à tes défenseurs, à tes coéquipiers, si tu ne donnes pas de mauvais but, c'est parfait parce qu'eux vont simplement s'occuper de faire le travail devant le filet et par la suite, tu le sais que Spencer Knight va faire les arrêts derrière, donc c'est plus facile. Là. 36 arrêts sur 37 tirs pour Spencer Knight, dont un plus qu'important en fin de rencontre, là, un one-timer de Nikita Kucherov, il a sorti la jambière. Un arrêt brillant. Nick, je te pose la question rapidement. Qu'est-ce qu'on fait du côté des Panthers dans les prochaines années? Parce que là, on a un peu la patate chaude. On a encore 5 ans de Sergei Bobrovsky à 10 millions et on a Spencer Knight de l'autre côté. Est-ce qu'on fait confiance à Bobrovsky encore? Est-ce qu'on tente de l'échanger à tout prix pour donner le filet à Spencer Knight? Est-ce que c'est trop tôt? Échanger Bobrovsky, bonne chance. Là. Quelle équipe va vouloir de ce contrat-là? Non, ça, c'est sûr. Je veux dire, je pense que tu n'as pas le choix de... Oh boy. Là, mais en contrepartie... Les Panthers se sont mis dans une position embarrassante en ne plaçant même pas Bobrovsky derrière le banc des joueurs hier soir. Et ça, j'ai l'impression que ça va faire mal dans la relation entre le joueur et l'organisation. Ça va devenir extrêmement difficile à gérer. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça, honnêtement. Bobrovsky aurait au moins dû être l'auxiliaire de Spencer Knight hier soir, simplement pour t'éviter tout ce paquet de troubles-là, si tu veux mon avis. Je pense que Bobrovsky, tu n'as pas le choix de le garder parce qu'il n'est pas échangeable. Donc, tu le gardes au moins pour qu'il joue un rôle de vétéran auprès de Spencer Knight. Parce que ça ne veut pas dire que Spencer Knight va arriver l'an prochain puis il va gagner le trophée Vezina puis ça va être un long fleuve tranquille. Hein? Un gardien, vous savez comment ça fonctionne, les gars. Hein? Un gardien, ça peut être hot, ça peut être cold. C'est des hauts et des bas. C'est très difficile à prédire les performances. Et encore là, j'enlève rien à Spencer Knight, mais regardez ce qui s'est passé avec Carter Hart cette saison. Alors, c'est vraiment pas nécessairement une mauvaise chose de garder Bobrovsky. À la rigueur, vous divisez les départs en deux, on coupe la poire en deux et on y va avec un monstre à 2 têtes pour la saison prochaine. Spencer Knight a été repêché 2 petits rangs devant Cole Caulfield, le 13e au total. Oui, vas-y, Marie. Puis n'oubliez pas, les Panthers, là, il y a un assez beau... c'est un très, très beau problème. Là. Honnêtement, ça leur donne de superbes monnaies d'échange. N'oubliez pas qu'il y a Devon Levi également, qui est parmi les espoirs des gardiens. Je l'oubliais quasiment. Ce qui est plate avec Levi, c'est qu'on n'a pas pu le voir après le championnat mondial junior. Parce que lui, il est avec Northeastern, mais il s'est blessé. Non, c'est ça, il y a eu des problèmes de santé. Mais moi, j'ai toujours adoré Devon Levi l'année dernière lorsqu'il jouait à Carleton Place, là, dans une petite équipe lors de la Ligue junior de l'Ontario. J'avais quand même aimé ce que j'avais vu. C'était un gardien qui était très mobile, puis on l'a vu encore au mondial junior. Mais tout ça pour dire, les gars, que là, il y a 4 gardiens de calibre LNH chez les Panthers. Et il y en a un qui va devenir numéro 1. Il y en a un qui va être un numéro 1. Et là, dans ces 4-là, tu as Sergei Bobrovsky. Donc, c'est un beau problème parce que ça fait de belles monnaies d'échange pour aller améliorer des positions où tu es peut-être un peu plus faible.
mais ce sera peut-être pas nécessairement évident à gérer. On en parle beaucoup un peu à la pensée magique, là, mais il y a quand même Seattle là, qui rentre dans le décor. Là. Est-ce que les Panthers sont capables d'en venir une entente avec le Kraken? On s'entend, s'ils font ça, ça va coûter très cher aux Panthers pour que le Kraken décide de prendre le contrat de Sergei Bobrovsky. Si le Kraken a le choix entre Carey Price et Bobrovsky, je pense que la question se pose même pas. Là. Non, je suis d'accord. Bon, si le Canadien a hésité un peu là, à faire jouer... Ça voudrait dire Carey Price, là, juste pour... oui, c'est bon. Surtout avec les performances qu'il a dans les plus récentes séries. Le Canadien a hésité à faire jouer Caulfield. C'est pas le cas avec Alex Newhook au Colorado. Pourtant, le jeune joueur a été repêché un rang derrière Caulfield là, au repêchage de 2019. Et Newhook a même touché la cible dans le match numéro 3, ce qui s'est avéré être le but gagnant. Moi, personnellement, le Colorado, c'est mon choix depuis le début pour remporter la Coupe Stanley. Ils ont fait qu'une bouchée des Blues de Saint-Louis. Et c'est là où est-ce que je trouve que c'est bien. C'est une équipe qui veut gagner la Coupe. C'est une équipe qui est bâtie pour aller loin. Mais c'est aussi une équipe qui n'a pas peur de faire confiance à ses jeunes. Et on l'a vu par le passé quand ils avaient entré Cale Makar en séries éliminatoires. Cette année, c'est Alex Newhook qui performe. Êtes-vous satisfait du jeu du jeune joueur? Ben, écoute, moi, j'ai trouvé Alex Newhook particulièrement invisible lors du premier match des séries de l'Avalanche. Il n'avait pas joué beaucoup d'ailleurs. Je pense que c'était à peine 10 minutes, peut-être moins que ça. Je l'avais pas vraiment... J'avais vu quelques présences, là, mais je n'avais pas trouvé qu'il était un facteur sur la patinoire. Maintenant, c'est sûr que c'est plus facile pour l'Avalanche d'intégrer des jeunes joueurs dans cet environnement-là. Okay? Tu arrives dans un vestiaire où il y a déjà des Nathan McKinnon, des Gabriel Landeskog, des Mikko Rantanen, je veux dire, ils sont pactés, là. Fait que, je veux dire, tu arrives en tant que jeune joueur, puis tu te retrouves quasiment tout le temps à être bien entouré sur la patinoire. Donc, oui, l'Avalanche a le cran de faire ça, mais c'est peut-être plus facile pour l'Avalanche de faire ça que pour les autres équipes, je dirais. Moi, j'ai le goût de te dire, Nick, c'est facile, puis c'est pas facile en même temps. Parce qu'un joueur comme Alex Newhook a énormément de talent. Tu veux le voir idéalement jouer dans un top 6. Mais au Colorado, le top 6 est hallucinant. C'est un des, sinon le meilleur top 6 dans la LNH. Ça devient difficile de lui donner des minutes. C'est ça que tu disais, là, le premier match a peut-être été un peu plus invisible, mais il n'a pas joué beaucoup non plus. C'est difficile de prendre ton rythme. Surtout lui, là, que c'est un joueur qui se démarque par sa vitesse. Là. Donc, mais c'est ça. Il n'y a pas de tiré dans la Ligue américaine. Fait que tu peux pas commencer à dire là, je le ferai pas jouer parce que je peux pas lui donner beaucoup de minutes. T'aimes bien mieux le faire jouer que pas le faire jouer du tout. J'ai son temps de là devant sous les yeux. Là. Il a joué 7 minutes lors du premier match. Il a joué 8 minutes et demie dans le match numéro 3, là, dans le match qu'il a marqué, mais il a joué seulement 1 minute 28 dans le dernier match. Donc, il a été blessé en début de match, par contre. C'est ce qui explique son faible temps de jeu. C'est pas une question de performance. Mais continue quand même, Marty. J'étais curieux de t'entendre. Mais c'est ça, c'est dans le cas d'Alex Newhook. Ça donne des missions. Là, aussitôt que tu es en série, gars, les Eagles du Colorado ne jouent pas en ce moment dans la Ligue américaine. Donc, tu es bien fou de le laisser sur le banc. Ça reste un des 12 meilleurs attaquants de l'Avalanche. Donc là, c'est pas un hasard si en série, soudainement, là, il se retrouve là, il y a un rôle, même si c'est un peu plus limité. Je pense qu'il faut simplement prendre ça avec un grain de sel. Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai pu voir au niveau de ses habitudes, de son jeu défensif, comment il supportait beaucoup ses coéquipiers. Ça, j'ai bien aimé ça. Il faut quand même en prendre et en laisser avec son jeu offensif, justement parce que son temps de jeu est plus limité. Je l'ai déjà dit, les gars, c'est lorsque tu ne joues pas beaucoup, que tu es à froid. Un rythme à aller chercher. C'est difficile. Exact, c'est extrêmement difficile. Tu es un excellent joueur de baseball, Anthony. C'est exactement comme le frappeur suppléant qui s'amène en 8e manche. Et là, tu débarques, tu n'as pas vu de présence. C'est là, aussitôt, tu débarques et tu dois faire tout de suite, tu dois faire la différence. Si tu ne fais rien, tu vas retourner sur le banc puis ça ne va pas fonctionner. Pour poursuivre l'analogie de baseball, puis évidemment, rapidement, là, un frappeur qui frappe 1 en 3 va frapper pour 333, va gagner des millions, ça va être une super vedette. Donc, le frappeur qui arrive et qui doit être 1 en 1, parce que c'est un frappeur suppléant, c'est extrêmement difficile. C'est le même principe pour un jeune joueur au hockey. Si tu as très peu de chiffres sur la patinoire, c'est très difficile de créer la chance de marquer sur le chiffre que tu joues. Le joueur qui joue de façon régulière et qui va jouer 22 minutes, lui, à un moment donné, c'est plus normal que ça clique. Alors, c'est le même principe à ce niveau-là. Par contre, je trouve que c'est quand même plus formateur pour un gars comme Alex Newhook d'être limité à 7 minutes, 8 minutes de temps de jeu,
que de regarder le match de la passerelle. Oui, l'Avalanche peut se le permettre parce que, comme vous dites, ils ont une bonne équipe. Il va se laisser traîner un peu, là, pas par paresse, là, mais parce que les autres joueurs sont tellement bons qu'ils vont tirer vers le haut. Mais moi, j'aime ça, ce modèle de développement-là. Faisons confiance aux jeunes. À la limite, ne serait-ce qu'un petit peu, mais qu'ils goûtent aux séries éliminatoires parce qu'on veut qu'il soit avec nous pendant plusieurs années et plus tard, ce sera lui qui devra tirer l'équipe. Et l'avantage d'un gars comme Alex Newhook, c'est que c'est un joueur qui, même si c'est il est très talentueux offensivement, il est capable de jouer une game d'énergie parce qu'il a de la vitesse, il a de la hargne, il a de la fougue. Donc, c'est quelqu'un qui peut quand même être efficace en échec avant et dans des situations défensives. Alors, l'Avalanche a le beau jeu de l'utiliser dans un rôle de soutien, même si c'est pas le rôle qui va être parfait pour lui à plus long terme. Mais il est très bon défensivement, tu viens de le dire, Nick. Je vais prendre l'exemple avec Montréal. Là, Cole Caulfield, je l'ai dit tantôt. Tu peux pas nécessairement le faire jouer sur un 4e trio parce qu'il y a davantage de lacunes défensives. C'est pas le joueur qui se signale d'avant. Non, mais je l'ai pas trouvé si pire que ça dans la LNH défensivement. Non, ce que je veux simplement dire, mais c'est que oui. Il y a quand même des lacunes. C'est pas, il est pas dans la moyenne de la ligue. Tandis que Newhook, lui, de la façon qu'il joue défensivement, de la façon qu'il est capable de se comporter dans les coins, lui, c'est déjà correct, il n'y a aucun problème, tout va bien. Donc, je pense que c'est plus facile d'utiliser un joueur et surtout qu'il a il a plus de gabarit aussi. Là. Ouais. Mais ça fait en sorte que Newhook c'est peut-être plus facile de l'utiliser sur un 4e trio. Et je le répète, les gars, il ne peut pas jouer dans la Ligue américaine en ce moment. La saison est terminée pour le Colorado, du moins. Donc, pourquoi pas l'utiliser en série plutôt que de... Ça. Puis c'est un gars qui joue avec du pace. Puis ça, c'est important aussi. Et au-delà de ses performances en série, ce que j'ai bien aimé de l'Avalanche, c'est le plan qu'on a fait suivre à Alex Newhook. Ça me fait rire parce que là, présentement, le monde dit comment ça, Caulfield est dans les estrades alors que Newhook joue et le Colorado une bien meilleure équipe que Montréal. C'est drôle parce qu'il y a un mois, la situation était inversée. Cole Caulfield s'est amené à Montréal après seulement 2 matchs dans la Ligue américaine. Newhook, lui, on lui a fait voir 8 rencontres dans la Ligue américaine. Il a bien joué, j'ai vu un de ses matchs. Ça a été solide. Immédiatement, c'est bien comporté. On a pris le temps, on s'est simplement assuré qu'il suivait bien le rythme de la Ligue américaine parce que c'est pas la même chose que la NCAA. Et lorsqu'il a été prêt, on l'a amené avec l'Avalanche en fin de saison et en plus, l'Avalanche pouvait se le permettre parce que il n'y avait pas nécessairement quelque chose à gagner. On pouvait le laisser s'acclimater à la LNH si on veut. Puis il y a eu 3 points en 6 matchs par la suite, ça s'est bien passé. Je trouve que la progression était moins risquée un peu. Puis j'aime davantage cette manière de fonctionner qu'on a fait dans le cas d'Alex Newhook. L'Avalanche se battait pour le trophée des présidents, là, mais on s'entend, là, c'est loin comme une qualification pour les séries éliminatoires, là, comme le Canadien de Montréal a dû traverser, ça c'est sûr. Mm-hmm. Parlons Coupe du Président, Trophée du Président, ça se ressemble un peu. On transfère du côté des séries de la LHJMQ. Qui va arrêter les Foreurs de Val-d'Or, messieurs? Je me pose sérieusement la question. Personne. C'est probablement la bonne réponse. Val-d'Or qui n'a toujours pas perdu. Ils ont balayé les Saguenay de Chicoutimi. Ils sont tout feu, tout flamme. Et je regarde un gars comme Nathan Légaré qui a marqué 4 buts dans le match décisif. C'est une équipe qui est bourrée de talent, que ce soit Jacob Pelletier, que ce soit Justin Robida, que ce soit Samuel Poulain. Honnêtement, les Foreurs de Val-d'Or, on l'avait calé il y a quand même plusieurs mois, avec évidemment quelques incertitudes, mais ça semble être le cas. C'est l'équipe à battre. Je veux simplement te dire, Nick, moi j'ai dit la même chose que toi la semaine dernière à Alexandre Régimbal, puis il m'a reçu avec une volée de bois vert, donc je suis content que tu sois de mon côté. Pour vrai? Ouais, mais tu le comprends, là, c'est quand même quelqu'un qui travaille pour la LHJMQ puis qui veille à la parité de la Ligue pour dire que les duels vont être chaudement disputés. Mais moi, selon moi, les Foreurs de Val-d'Or, c'est tout simplement l'équipe la plus complète à toutes les positions. Peut-être pas devant le filet, mais... Il y a une conférence de presse de Yannick Jean que j'avais beaucoup aimé. Si vous voyez que le plan était cohérent du côté des Saguenay, on a travaillé vraiment fort pour essayer de freiner les Foreurs. On avait un bon plan de match, puis lui, il disait, non, nous, là, notre objectif, là, c'est de leur mettre de la pression, c'est de leur mettre d'en face, qui ont tout fait ces sacrifices-là pour se rendre là, et pour que chaque match, la pression augmente. Mais là, ça n'a pas fonctionné parce que les Foreurs sont les Foreurs, mais aussi, que dire de Jacob Pelletier quand on parle d'un gamer? Hein, et je suis passé à ça l'autre soir, je me suis dit, l'an prochain, ce gars-là va peut-être jouer dans LNH, il va peut-être jouer sous les ordres de Daryl Sutter. Et est-ce que ce n'est pas le joueur parfait pour jouer sous les ordres de Sutter? Est-ce qu'il ne va pas adorer ce jeune-là, les gars? C'est sûr.
C'est sûr et certain, là, je serais pas prêt à miser beaucoup, par contre, sur les chances de Daryl Sutter de revenir avec les Flames de Calgary. Moi, personnellement, j'ai l'impression que la situation de la COVID a un peu forcé la main des Flames pour le prendre. Là. Mais bon, mais dans le cas de Jacob Pelletier, tu as raison. Là, c'est un joueur que tous les entraîneurs vont adorer. Il se présente match après match après match. Et non seulement ça, c'est quelqu'un qui a un potentiel offensif incroyable. Notamment parce que... Et ça, c'est comment je voudrais bien dire ça? J'ai oublié mon terme, là, mais en tout cas, tout pour dire que ça se transpose chez les adversaires, sa joie de vivre, sa passion de jouer au hockey. C'est contagieux. C'est contagieux, exact. C'est contagieux. Puis ça, là, je le vois un peu avec Kirill Kaprizov, avec le Wild présentement. Lorsqu'il marque des buts, il a du plaisir, il s'amuse sur la patinoire et ça devient contagieux sur le reste des coéquipiers. Je pense que Jacob Pelletier, c'est la même chose. J'avais vu des commentaires de certains de ses coéquipiers au championnat mondial de hockey junior, sont quand même demeurés à 1 mois et demi ou 2 mois dans une bulle. Puis souvent, les commentaires, qui est le plus grand farceur, qui est le plus drôle, puis c'est souvent Jacob Pelletier qui revenait. Ben, ça, c'est pas un hasard. Si tu rajoutes ça à une équipe, là, bizarrement, ça peut faire en sorte que certains joueurs vont en donner 2 ou 3 fois plus parce qu'ils s'amusent plutôt que de se présenter à l'aréna et de voir le hockey comme un travail, dans le fond. C'est ça qui est plaisant. Et ça, Marty, là, André Tourigny appelle ça des CEO, Chief Energy Officer. C'est bon. Ouais. Tout à fait. C'est comme Brendan Gallagher, il avait utilisé le même terme très imagé pour le décrire. Ces gars-là arrivent, mais ça te donne envie de travailler, voir des gars de même. Puis c'est même principe à la job. Tu arrives à la job, puis ton collègue à côté de toi, là, sur l'ordi d'à côté, il se défonce au travail. Là. Est-ce que tu as vraiment envie de te pogner le bang? Ben non, mais tu vas avoir l'air fou. Tu n'as pas le choix de travailler. Là. C'est aussi simple que ça. Tu as 100% raison, Nick. Puis honnêtement, c'est vrai que c'est contagieux. Puis je le vois aux côtés de Matthew Tkachuk, pas nécessairement sur le même trio, là, mais je pense que ça va être dangereux là, à Calgary là, avec Jacob Pelletier. Ça va être à suivre et ça va être très intéressant. Par contre, on ne peut pas donner la coupe tout de suite aux Foreurs parce que il y a 2 équipes qui sont encore en lice. Là, Victoriaville contre Charlottetown. Victoriaville qui a forcé le match ultime qui aura lieu ce soir, grâce notamment à un doublé d'Alex Bocage. Là. Qui vous attendez à ce qu'il soit en mesure de se rendre en finale et rejoindre les Foreurs? Pensez-vous que ça va être plus Victo? Pensez-vous que ça va être les Highlanders? Écoute, moi, peu importe, je pense que les Foreurs gagnent, mais je pencherais peut-être du côté de Victo. OK, c'est intéressant. Moi, je vais y aller avec les Highlanders de Charlottetown. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup de cette série-là présentement, c'est que pour la première fois de la saison, les Highlanders ont une opposition. Là, ça devient plus facile d'évaluer un peu les joueurs des Highlanders. Les Highlanders ont passé leur saison à jouer dans les Maritimes. Puis les équipes des Maritimes, les gars, cette année, c'était pas des grandes équipes. Il y a beaucoup d'équipes qui sont en reconstruction là-dedans. Oui, les Sea Dogs de Saint-Jean n'étaient pas nécessairement mauvais. Le gâteau n'a peut-être pas pris nécessairement, si on veut. Là, ça a été une saison difficile de leur côté. Mais sinon, les équipes, c'est des équipes qui sont davantage dans l'an 1 ou l'an 2 de leur cycle. C'est des équipes qui ont beaucoup de joueurs de 17 ans. Zachary Lheureux à Halifax avec Cameron Wynott, Justin Barron qui avait 18 ans. Ça devenait facile de gagner des matchs. J'ai regardé beaucoup de matchs des Highlanders en fin de saison. Puis c'était des matchs constamment de 7-1, de 6-2. Puis ça devient facile après ça. Lorsque tu n'as pas d'adversité, ben, tu en donnes tout simplement moins parce que tu te dis pourquoi j'en donnerais davantage? On gagne quand même 6-2. Ça donne... L'esprit humain va te faire en sorte de ne pas en donner davantage. Je pense que tu peux t'asseoir davantage sur tes lauriers. Mais lorsqu'ils ont sorti de la section des Maritimes, là, c'est un meilleur comparatif. Et d'autant plus qu'ils affrontaient les Tigres, qui ont quand même une équipe qui travaille très c'est une équipe qui a du grit, là. C'est ça l'affaire. Exact. Puis c'est là que ça devient plus facile un peu à voir. Comme, là, ce que je trouve plaisant, c'est que, je vous l'avais déjà dit, les gars, là, moi, je pense que Lucas Cormier a des chances légitimes de jouer peut-être dans la LNH l'année prochaine. Mais en même temps, en raison de l'opposition, tu pouvais quand même te poser des questions. J'ai regardé le dernier match. Là, les Tigres de Victoriaville ont gagné 5-4. Puis il y a une fiche de -3, mais ce n'est pas nécessairement de sa faute. Il a quand même bien fait. Il a quand même soutenu l'attaque. Il a transporté la rondelle. Je suis davantage affirmatif lorsque je dis que je pense qu'il a des chances de jouer avec les Golden Knights l'année prochaine. Ça a été plaisant. Maintenant, dans le cas de d'autres joueurs, je pourrais parler de son partenaire à la défense, Noah Lowen. Lui, ça a été beaucoup plus difficile. Ça passait davantage de son côté, alors que Lowen, qui est un joueur, si je ne me trompe pas, de 19 ans, là, lui, c'est des choses que j'avais beaucoup aimé lorsqu'il affrontait les Eagles du Cap-Breton ou les Mousets.
Donc, au-delà du résultat, et je pense que les Islanders sont de meilleure équipe, là. Puis d'ailleurs, le dernier match, ils ont dominé. C'est simplement que les Tigres ont été très opportunistes sur leur chance de marquer maintenant. Mais ça demeure plaisant à voir, tout simplement pour évaluer tout simplement qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à des équipes plus compétitives. Et puis, il était le temps que le match se termine parce que Victo a loué 3 buts en troisième période, dont 2 dans les 65 dernières secondes de jeu pour finalement l'emporter par seulement un petit but. Donc, un petit 5 minutes de plus et ce serait peut-être déjà réglé dans cette série-là, mais ce n'est pas le cas. Alors, match ultime ce soir entre les deux équipes. Et c'est quand même dommage, là. Les gars, il y a quand même beaucoup de talent au Québec, puis je pense qu'on s'entend pour dire que les Foreurs ont la meilleure formation. Ils auraient une formation bâtie pour remporter la Coupe Memorial, chose qui malheureusement ne pourra pas arriver cette année. Peut-être on va pouvoir se consoler et disputer des matchs devant des partisans, Nick, du côté des Foreurs. Tu sais, quand tu as une grosse saison comme ça, tu veux un peu récompenser ton monde? Mais c'est parce que le centre Vidéotron, là, selon ce qu'on a pu lire dans les derniers jours, pourrait accueillir 2000 spectateurs lors de la finale. Pas 2500 comme au Centre Bell, 2000 spectateurs. Pourquoi 500 spectateurs de moins? Ben, c'est à cause des installations qui sont différentes et qui ne le permettent pas d'avoir 2500. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, à quel point on avait dit... Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les Foreurs? Ils font tellement de sacrifices. Pourquoi, au final, gagner une coupe COVID, là, dont on va questionner un peu la crédibilité, sans rien enlever au travail de moine qui a été accompli par le commissaire? Tu sais, c'est pas la même affaire. Du hockey de junior, si tu peux pas gagner devant tes partisans, ben, il y a lieu de se demander à quoi bon, tu sais, parce que le hockey de junior, c'est vraiment le lien avec les partisans dans les régions qui sont tellement attachés à leur équipe. Je pense que c'est ça la raison d'être de ces équipes-là. Et corrige-moi si je me trompe, Marty, c'est comme ça que tu es tombé en amour avec le hockey, là. Ben, je le mentionne souvent, puis Anthony, tu peux me le dire également parce que toi, tu as grandi près de Shawinigan où il y a les cataractes. Là. Je le dis souvent aux gens, les gens de Montréal ne réalisent peut-être pas tout à fait, mais les gens suivent les Canadiens de Montréal, oui, ça c'est sûr et certain, c'est l'équipe numéro 1 qui suit. Mais par la suite, c'est pas le tennis, c'est pas le baseball, c'est pas le football. C'est les équipes de hockey junior, que ce soit le Drakkar à Bécomo, les Cataractes à Shawinigan, l'Océanique à Rimouski. Il faut aller là-bas pour voir à quel point les partisans là-bas, et pas nécessairement des mordus de hockey, là, tout simplement les gens de l'endroit. Mais oui, parce qu'ils sont fiers. Exact. Sentiment de fierté, c'est exactement ça. Ben, tout à fait. Supposons que tu es quelqu'un du Bas-Saint-Laurent, tu viens de Matane, par exemple. Là, tu peux t'attacher à l'équipe de toute une région qui est l'Océanique. Là, tu peux dire, supposons qu'il gagne la Coupe du Président, de dire, écoute, c'est une équipe du Bas-Saint-Laurent qui est championne au Canada. On a battu des équipes de Kamloops et de Kelowna. Ça donne une petite fierté, là, un petit côté chauvin. Là. Rappelez-vous, les gars, on a tous les trois là. Imaginez les gens du Saguenay, si les Saguenay mettaient la main sur une coupe du Président, à quel point il y aurait une énorme fierté dans la ville. Et puis c'est pour ça que je suis content, parce que pour une fois, ils auront l'occasion de jouer devant des partisans, puis ils le méritent, parce que ça a été difficile pour tout le monde, hein, ce chemin-là vers la finale, et je trouve que c'est bien mérité. On parlait de sentiment de fierté, là, un petit peu moins fier là, des performances là, du Canada au championnat mondial là, de hockey. Bon, c'est pas le tournoi le plus prestigieux, mais ça vaut quand même la peine là, d'en glisser un mot. Le Canada qui a subi 3 défaites en 3 parties depuis le début du tournoi et pas nécessairement contre des adversaires là, de première classe. Ils ont perdu 2-0 contre la Lettonie, ils se sont fait déclasser 5-1 contre les États-Unis. Et hier, ils ont perdu 3-1 contre l'Allemagne. Bon, on le sait, Marty, c'est quand même une équipe qui est jeune. Là. Je regardais tout à l'heure là, Jacob Bernard-Docker, premier choix des Sens. Braden Schneider, premier choix des Rangers, dernier repêchage. Gab Belardi, Owen Power qui n'est pas encore repêché. Nicolas Baudin avec les Blackhawks. Cole Perfetti qui était repêché l'année dernière avec les Jets. Donc, il y a quand même du jeune talent. Mais ça reste que c'est une surprise que cette équipe-là, la chimie ne prenne pas ensemble. Là. Je sais que ça a été extrêmement difficile de monter l'équipe. Là. Je peux t'assurer pour avoir parlé avec des gens là, que ils se demandaient à un certain point si ils allaient être capables d'avoir des joueurs. Je pense que c'est la raison. Et en tant que personne qui veut évaluer des espoirs, là, c'est parfait pour moi. Mais oui, c'est clair. Je suis pas certain que d'avoir invité Owen Power, c'était le plan numéro 1 de Hockey Canada. Maintenant, c'est ça, on s'en régale, c'est bien de les voir. Maintenant, j'apporterai un bémol un peu aux 3 défaites. Là. La première défaite, c'était contre la Lettonie. L'entraîneur-chef, c'est Bob Hartley. Bob Hartley a toujours bien préparé cette équipe-là. Ça fait plusieurs années qu'il est au championnat mondial avec les Lettons. Rappelez-vous, Elvis Merzlikins, dans les dernières années, s'est fait connaître au mondial de hockey avec Bob Hartley comme entraîneur.
au niveau défensif, il sait comment jouer. Davantage contre des équipes canadiennes, c'est quand même quelqu'un du Canada. Là, on le connaît bien, Bob Hartley. Là. Donc, je pense que ça, il faut prendre un bémol. Par la suite, tu as les États-Unis qui ont une formation sensiblement pareille, si on veut. Et les Allemands, cette année, selon moi, les Allemands, là, parce que c'est un tournoi très bizarre cette année, là, il manque beaucoup de vedettes de la LNH que tu aurais normalement. Tu sais, des Connor McDavid ou des Patrick Kane ou des Leon Draisaitl. Les Oilers ont été éliminés hier. Là. Puis, en temps normal, dans une ère où il n'y a pas la COVID, je pense que Leon Draisaitl aurait été aidé, puis il va peut-être y aller quand même. Là. Il serait peut-être allé aider l'Allemagne. Mais là, avec la situation de la COVID, puis te retrouver en confinement dans un hôtel, etc., est-ce que ça leur tente vraiment d'aller là? Ouais. Mais... En plus du risque de blessure, ça devient. Les facteurs s'empilent et ça devient de moins en moins sexy là, quand tu fais la balance bénéfice-inconvénient. Tout à fait. Puis tout ça pour dire que les équipes sont un peu moins fortes, ce qui va donner des meilleures chances à des équipes comme la Lettonie, le Kazakhstan, les États-Unis jouent présentement contre le Kazakhstan. Là, les Kazakhs sont assez surprenants avec un certain Darren Dietz en défense. Là, Darren Dietz. Le mauvais souvenir. Mais tout ça pour vous dire que ces équipes-là ont des chances légitimes. Et l'Allemagne, surtout. Je regardais les joueurs de l'Allemagne. Là, puis amateurs d'espoir, là, ceux qui veulent surveiller les prochaines vedettes dans la LNH, c'est plaisant à voir parce qu'ils ont Moritz Seider. Moritz Seider, selon moi, c'est le meilleur joueur à ne pas jouer dans la LNH en ce moment. Puis je vous le dis, si vous avez la chance... Ce ne sera pas le cas l'an prochain, par exemple, Marty, parce qu'il va être dans la LNH. Il va être dans la LNH, puis je t'assure que dès l'an prochain, à Détroit, il va être membre du top 4 et ça va devenir, selon moi, l'un des meilleurs défenseurs des 10 prochaines années dans la LNH. J'ai regardé son match hier. Là. Pas de la misère à croire ça. Il est... Non, prouve-moi... non, il a dit, j'ai pas de misère à croire ça. Pas de misère, j'ai compris. Non, t'inquiète pas. Mais il a tout. Il patine super bien. Il a un bon lancer, il a un bon flair offensif. Et encore hier, il y avait un montage de mise en échec. Il est gros, hein? 6 pieds 4 pouces, il est vraiment imposant. Il détruisait les joueurs. Vous pouvez aller voir une mise en échec. On va peut-être le partager sur notre page Facebook. Là, mais il y a une mise en échec contre Justin Danforth hier, là, complètement détruit le pauvre joueur canadien. C'est vraiment exceptionnel. Puis il y a d'autres joueurs également qui sont plaisants à suivre. Là. Lucas Reichel joue quand même assez bien. C'est une équipe qui est plaisante. Mais tout ça pour dire que ces équipes-là ont de meilleures chances de se signaler cette année, contrairement par les années passées où tu aurais eu des Kane, des McDavid. Et est-ce que c'est pas une bénédiction pour les fans des Red Wings d'avoir Steve Yzerman à titre de directeur général? On sait que ce choix-là avait fait jaser un peu, mais ça fait plus jaser, mais plus du tout, là. Tu parles du choix de Moritz Seider, pas du choix Absolument. de Steve Yzerman. Ouais. Absolument. Non, c'est clair parce que Seider, si je ne m'abuse, je n'ai pas vérifié, mais 6e au total là, au repêchage. Là, je pense que je vais le vérifier comme je vous parle. Là. Il y avait des joueurs qui étaient beaucoup mieux classés dans les différentes listes. Exact. Et la plupart des experts disaient que c'était un reach. Mais avec du recul, il est vraiment solide. Puis moi, ce que j'ai aimé hier, puis j'ai pas regardé une énorme partie là, de cette rencontre, mais Moritz Seider, Michael Bunting tentait de lui faire perdre les pédales et honnêtement, ça ne semblait pas le déranger plus qu'il faut. Là. Il est resté dans son match. Donc, c'est un joueur qui me semble avoir une tête sur les épaules, responsable, physique. Donc oui, je te rejoins, Marty, que ce sera un solide défenseur. Est-ce que tu penses qu'il va gagner le Norris à une reprise dans sa carrière? Je vais me garder une petite gêne, là, mais je pense qu'il pourrait, tu sais, dans les bulletins de vote, je pense qu'il pourrait se retrouver top 5 à un moment donné, assurément. De là à dire à ce qu'il va gagner le Norris, je vais me garder une petite gêne. Mais si vous avez un petit 5$ à mettre pour le trophée Calder l'an prochain, oubliez-le pas, mettons. Non, c'est pas fou ton point. Surtout qu'habituellement, les défenseurs qui se présentent à leur première saison de la LNH et qui sont capables de regarder Alexander Romanov, moi, selon moi, dans les bulletins de vote, il va être plus haut qu'on le pense parce qu'il a joué quand même assez de minutes. Mais pensez à un scénario où Seider débarque dans la LNH, joue 22, 23, 24 minutes par rencontre. Il pourrait pratiquement devenir le défenseur numéro 1 des Red Wings l'an prochain. Pas parce que ça va être un défenseur numéro 1 en arrivant nécessairement, peut-être qu'il va l'être, mais parce qu'à cause de la faible profondeur des Red Wings à la ligne bleue, je pense que si je ne me trompe pas, leur défenseur numéro 1 cette année, c'était Philippe Hronek. Oui, tout à fait. Je pense que Hronek serait quand même le numéro 1 l'an prochain, mais oui, c'est pas fou de penser qu'un Moritz Seider pourrait se retrouver. Moi, je dis assurément top 4, mais oui, peut-être qu'il va être sur la première paire. Mais là, par la suite, c'est extrêmement intéressant lorsqu'il y a un journaliste, parce que c'est les journalistes qui votent pour le Calder.
de regarder un défenseur, alors qu'habituellement, on dit que les défenseurs se développent davantage sur le tard à 24, 25 ans. Mais ça change de plus en plus, hein? Ça change de plus en plus. Ça, t'as pas tort, mais c'est quand même impressionnant de voir que le défenseur débarque à 20 ans, joue des grosses minutes, affronte les meilleurs joueurs adverses. L'exemple que j'ai en tête, c'est Jonas Brodin. Là, Jonas Brodin a son année de recrue avec le Wild. Vous regarderez ses statistiques. Ce n'est pas des statistiques incroyables. Il y a peut-être quelque chose comme 20 points. Mais je crois qu'il a joué quelque chose comme 23 ou 24 minutes. Son différentiel était vraiment dans le positif. Et ça a fait en sorte qu'au final, même s'il n'y avait pas les statistiques des autres recrues, il s'est retrouvé 4e au scrutin. C'est quelque chose qui est important de voir que des joueurs, dès le départ, sont capables de s'imposer. Je pense que Seider, tu as raison, Nick, ça peut être la même chose l'an prochain. Il est pas fou du tout sur une patinoire, je vous le dis. Oui, absolument. Surtout si les Red Wings connaissent une saison moindrement correcte, là, parce qu'on le sait, la barre est plutôt basse. Là, donc, du moment qu'ils connaissent quelques victoires et qu'ils sont un peu dans la course, c'est clair que Seider va gagner des points. Si on revient rapidement au Canada, là, moi, le joueur que je voulais surveiller, c'est Cole Perfetti, parce qu'on en a énormément entendu parler, particulièrement parce que l'année dernière, le Canadien, avant d'arriver dans la bulle à Toronto, Perfetti était dans le range du Canadien, donc il y a plusieurs amateurs qui auraient aimé que Perfetti débarque à Montréal. Bon, on le sait, finalement, il a été repêché par les Jets de Winnipeg au 10e rang. Perfetti, Marty, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu penses que c'est un tournoi qui va lui faire du bien? Parce que on le sait, le Canada a marqué seulement 2 buts en 3 rencontres. Pour les joueurs offensifs, ça peut être un peu frustrant parce que Perfetti peut être en mesure de transporter cette équipe-là malgré son jeune âge. Ben, manque d'attaque, mais il faut quand même être réaliste. Là. Cole Perfetti débarque là en tant que joueur. Il n'y a pas nécessairement 18 ans, il y a 19, mais en tant que joueur de 18 ans. On s'entend, là, il est plus jeune que les autres. C'est pour ça que j'aime le championnat mondial. Je l'ai souvent mentionné, les gars, là, mais année après année, puis là, cette année, c'est sûr que le calibre est moins relevé, mais j'aime beaucoup le mondial de hockey lorsque des espoirs peuvent évoluer. C'est un beau mélange, c'est ça. C'est parce que je trouve que c'est un super bon comparatif pour voir si le joueur peut être efficace dans la LNH, parce qu'il y a plein de joueurs de la LNH. On parlait de Seider. Seider a joué à 17 ans, puis j'avais aimé ce que j'avais vu parce que il avait joué des matchs contre des équipes comme les États-Unis ou le Canada. Puis oui, il faisait des erreurs, c'est normal. Mais il montrait quand même de belles choses, des aptitudes offensives. Il était capable de déjouer des joueurs de la LNH, pas des joueurs de 4e trio, là, des joueurs qui ont c'est une super belle tribune pour évaluer ces espoirs-là. Matthews avait joué aussi, Laney, ça avait comme contribué encore à l'espèce de course au premier rang. Même que Alex Galchenyuk, avant le repêchage de 2012, si je ne me trompe pas, il avait joué avec les États-Unis. C'est tout le temps le fun de voir ces joueurs-là dans ce contexte-là. Là. Mm-hmm. Mais c'est parce que c'est vraiment... le meilleur exemple que j'ai, c'est Quinn Hughes. Là. Quinn Hughes, à 17 ans, avait joué avec l'équipe américaine. Puis je me souviens qu'il avait joué un match contre le Canada. Cette année-là, McDavid était avec le Canada. Puis je vous le dis, il n'était pas fou du tout. Il se démarquait à l'attaque. Il y avait Patrick Kane dans cette équipe-là. Là. Il faisait de superbes jeux avec Patrick Kane en avantage numérique. C'était prometteur. Donc là, tu regardais Quinn Hughes puis tu disais, écoute, c'est pas mal sûr pour la LNH. Écoute, il joue déjà bien contre des joueurs de la LNH. Donc, il y a peut-être la surface de jeu qui change. Là. La dimension n'est pas la même, mais pour le reste, ça devient plus facile de prendre une chance avec ces joueurs-là. Regardez, puis Perfetti, c'est la même chose. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois de Perfetti présentement. Lors du match contre l'Allemagne hier, oui, il a seulement eu un but, mais il y a eu quand même plusieurs chances de marquer. Ça passait à quelques centimètres de marquer ou de créer des chances de marquer. Ce qui me fascine de Cole Perfetti, c'est qu'il est super complet, les gars. C'est un gars qui se présente dans les coins, qui est un bon passeur, qui est un bon tireur. Et je l'ai vu encore hier. Là, moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. En tout cas, je ne sais pas pour toi, Nick, mais... OK, ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup le championnat du monde de hockey. Puis là, c'est complètement différent, mais je dois avouer que je m'ennuie aussi de la Coupe du monde de hockey, par exemple. Puis la Coupe du monde... Austin Matthews avait joué la Coupe du monde avant de jouer son premier match dans la LNH, si je ne me trompe pas, les gars, aussi. Hein? Ouais, avec l'équipe des moins de... Oui, avec cette équipe nord-américaine-là, ça avait été tellement beau à voir. En tout cas, je m'ennuie aussi de ce tournoi-là, je devrais dire, et je me demande si ça va revenir un jour. Je me demande si on va ramener l'espèce d'équipe de l'Amérique du Nord pour revoir justement des gars comme Austin Matthews jouer avant même leur premier match dans la LNH là, contre l'élite.
Ah, c'est clair. Et revoir Team Europe en finale. Ouais, ça, Ce c'était moins match-up sexy. que tout le monde souhaitait. Moins sexy. Raph Kruger, qui était l'entraîneur-chef. Ouais, ça, je m'en ai dit, je suis pas certain que Ralph Kruger sera l'entraîneur-chef. Moi non plus. Le Canada qui poursuivra là, son tournoi de demain contre la Norvège. Messieurs... Ah, vas-y, mais il y a Owen Power également que moi particulièrement, toi tu as surveillé Perfetti puis tu as aimé. Je sais pas si tu l'as aimé Perfetti, là, mais en tout cas. Ouais, je l'ai aimé. Je m'attends à plus. Je veux pas être sévère, mais c'est parce qu'on l'a tellement étiqueté comme marqueur naturel. Puis on l'a vu par le passé, c'est un joueur qui, un peu à la Carl Connor, puis ce sera son futur coéquipier, là, quand il a une chance de marquer, c'est un joueur qui est très opportuniste. Il est capable de mettre la rondelle dans le fond du filet lorsqu'il obtient temps et espace. Donc, c'est sûr que s'il est un peu plus invisible, peut-être parce qu'il y a moins de chances de marquer, peut-être parce qu'il y a moins de passes. Donc, là, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais Cole Perfetti, moi, c'est un joueur que j'aime bien. Et c'est un joueur que je vais avoir beaucoup d'attentes quand il va arriver dans la Ligue nationale, ça, c'est certain. Mais moi, de la façon que je le vois jouer, là, défensivement, ça va bien. Il est super complet. Il a joué dans la Ligue américaine cette année, ça s'est bien passé. 26 points en 32 rencontres. Moi, je pense que, honnêtement, les gars, sa place est à Winnipeg l'an prochain. Puis, je serais pas surpris que ce soit un finaliste au Calder, peut-être même un gagnant au Calder. Parce qu'on ne se le cachera pas, à Winnipeg, tu as justement des Connor, tu as des Blake Wheeler, tu as des Mark Scheifele, beaucoup de joueurs, des Keelers, des gars qui peuvent mieux l'entourer, lui permettre de produire, d'avoir moins de pression pour être bon défensivement. Puis de la façon qu'il joue, moi, je pense vraiment que ça peut être quelqu'un qui va avoir un assez bon impact dans la nage dès l'an prochain. Moi, en tout cas, si j'étais vous, je le surveillerais. Je pense assurément qu'il peut jouer les 9 rencontres. Là. Pour le reste, on verra. Mais je ne serais pas surpris qu'il joue toute la saison et qu'il ait une assez bonne saison. Puis, on en parlait un peu plus tôt. Le championnat mondial là, des U18, championnat qui pouvait permettre aux joueurs justement de faire monter leur valeur, d'autres de la descendre. Owen Power a un peu cette chance-là avec le tournoi en ce moment. On le sait, hier, joué de malchance, là, la rondelle a frappé son patin, s'est retrouvé dans le fond du filet. Mais somme toute, est-ce que tu penses, Marty, qu'il augmente sa valeur en vue du prochain repêchage? Lui, on le sait, qu'il est pressenti être repêché au minimum top 3? Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas pour rien que j'ai comme voulu revenir sur le championnat mondial. Je trouvais que c'était important de parler de Owen Power. On parle quand même de... J'avais dit il y a environ 2 semaines que, selon moi, ça jouait entre lui, personnellement. Là, je suis pas en train de dire que c'est le cas de tout le monde. Là. Mais moi, personnellement, ça jouait entre lui et Brandt Clarke. Et je disais, il va vraiment falloir que je m'interroge davantage à savoir qui est le meilleur entre les deux. Donc, présentement, ce que je vois d'Owen Power, c'est assez essentiel pour me faire une tête, si tu veux. Moi, ce que j'aime bien depuis le début du tournoi, au-delà de ce qu'il apporte sur la glace, c'est sa capacité à s'adapter au style de jeu. Lorsque le tournoi a commencé, il était 7e défenseur. Ça a été plus, pas laborieux, là, mais il était plus ordinaire, si on veut. Mais là, contre l'Allemagne, il a été hissé sur la deuxième paire avec Troy Stecher, puis il a été meilleur. Il prenait davantage de chance en attaque. Tentait de déjouer un peu l'adversaire en se positionnant à des endroits où tu ne retrouveras pas nécessairement de couverture défensive, créait des chances de marquer. Puis même en fin de match hier, là, parce que le Canada perdait 2-1, puis l'Allemagne a marqué dans un filet désert, mais Owen Power était sur la patinoire et honnêtement, il a créé de l'attaque. Là. Il a permis au Canada de bourdonner un peu dans le territoire. Moi, je trouve que c'est intéressant. Honnêtement, je pense que présentement, il est peut-être en train de cimenter sa place comme premier choix au total du prochain repêchage. Est-ce que ça va être le meilleur joueur? Peut-être pas. Est-ce qu'il va être premier sur ma liste? Peut-être pas non plus, parce que je trouve qu'offensivement, j'en attends encore un peu Il en apporte, là. Il en apporte. Non, il en apporte, c'est sûr. Mais est-ce qu'il est capable de vraiment se démarquer davantage par rapport à Brandt Clarke? Je pense pas qu'il y a le processeur offensif de Brandt Clarke. Les qualités athlétiques sont probablement peut-être supérieur, mais je suis d'accord avec toi que toute l'espèce de compréhension offensive du jeu, savoir exactement où trouver les ouvertures, non, c'est peut-être pas égal à Brandt Clarke. Ben c'est ça, puis je veux voir la fin du tournoi aussi. Peut-être que je vais voir d'autres choses que je n'avais pas vues. Là, tu vois, tout simplement, hier, je l'ai vu. Je te dirais que son jeu offensif m'a davantage plu après le match d'hier. Mais puis l'autre facteur qu'il ne faut pas oublier là, quand on compare les deux, Owen Power, c'est un late aussi. Là. C'est quelqu'un qui a 1 an de développement. C'est important à considérer. Je veux pas qu'on le minimise, ça non plus. Et je pense pas que... On a fait l'erreur par le passé. Je pense que
on s'est ajusté avec les années il y a certains joueurs qui souvent étaient exclus de facto parce qu'ils étaient des late, mais on oubliait que c'était quand même des bons joueurs au final. Mais je pense que il y a un juste milieu entre les deux, mais il faut que tu considères quand même dans ton évaluation le fait qu'un joueur soit un late. Ouais, ben, je vais parler pour moi. Là, moi, présentement, c'est simplement que l'écart, selon moi, est tellement mince entre les deux. J'ai tellement de la misère à me faire tête que je me dis, c'est ça. Je vais peut-être y aller avec lui qui a un an de développement de moins parce qu'il va avoir une courbe de progression meilleure. Puis c'est exactement pour ça qu'un gars comme Jesperi Kotkaniemi a été repêché au 3e rang, en fait. Parce que c'était un des plus jeunes joueurs du repêchage et c'est pour ça qu'ils avaient levé le nez sur Brady Tkachuk qui était pratiquement un an plus vieux. Était un late. Ouais. Mais c'est vrai, c'est à considérer. Là, le meilleur exemple que j'ai, c'est Anthony Manta. Là, lors de son année de repêchage, avait eu une saison exceptionnelle. Mais puis il est très bon dans la LNH. Là, je l'avais haut dans mes listes également. C'était quelqu'un que tu devais considérer. Mais ça demeurait quelqu'un qui avait 1 an de plus que d'autres joueurs. Par exemple, Nathan McKinnon, par exemple. Nathan McKinnon, c'est un joueur qui était assez jeune lors de cette année-là. Mais il y avait 1 an de différence entre les deux. Là. C'est pour ça que c'est... Ouais. Mais c'est dans la même classe, donc c'est pour ça que faut que tu le prennes en considération. Est-ce que c'est le facteur principal? Peut-être pas. Non. Mais tu dois le prendre en considération. Absolument. Canadien de Montréal, Maple Leafs de Toronto, must-win game ce soir, là, dans ma tête à moi. Là, si le Canadien tire de l'arrière 3-1 en série, ça va être extrêmement difficile. Si le Canadien veut voir ses partisans au Centre Bell, ils devront remporter le match de ce soir pour forcer à tout le moins un match numéro 6 un peu plus tard au cours des prochains jours. J'espère honnêtement que Dominique Ducharme fera confiance à Alexander Romanov. Je regarde mon site rapidement, puis on dirait pas que ça va être le cas, Anthony. Ah, c'est sorti? J'ai pas vu. On doit attendre quelques confirmations parce qu'il y a des cas incertains, là. Mais donc, je pense pas que ça s'enligne vers ça en ce moment. Au moment où est-ce qu'on enregistre ce podcast dans les alentours de midi, ce n'est toujours pas confirmé. Donc, je vous souhaite, messieurs, une bonne fin de journée. Au plaisir d'avoir encore une fois discuté de prospect avec vous et on se remet ça la semaine prochaine. Au revoir.